Tech & Co. Décryptage. Allez, comme chaque semaine, je vous emmène en Asie avec Jean de Chambure qui est là. Bonsoir Jean. Bonsoir François. Notre décryptage tech Asie. Jean de Chambure, consultant en stratégie numérique au cabinet JDC Advisory. Et Jean, tu es venu avec un invité que tu as sélectionné pour nous. Il s'agit de Édouard de Mézérac. Bonsoir Édouard. Bonsoir François. Vous êtes le directeur général d'Artefact Asia. Vous êtes avec nous parce que vous arrivez de Chine. Il y a 2 semaines, j'ai atterri à Paris, après 2 ans et demi à Shanghai, coincé à Shanghai. Parce qu'on ne se rend pas compte, nous, ici, mais cette crise du Covid, ça fait 2 ans et demi qu'elle existe en Chine. Et ça fait 2 ans et demi que le pays est sous cloche. Et ça fait 2 ans et demi que vous étiez bloqué là-bas. Non seulement nous, mais les millions de Chinois qui ne voyagent plus. Bien sûr, oui. Et alors vous êtes français, ça devait être encore plus compliqué, quoi. Ma femme est française, nos 3 enfants, on n'est pas sortis de Chine depuis début 2020. Donc on est très heureux de revenir dans notre beau pays. Avec, j'imagine, des contraintes de quarantaine, des choses comme ça. Comment vit-on une épidémie comme ça en Chine ? Donc ce qu'on a vécu, c'est simple, ça a été 60 jours de confinement strict. Alors pas du confinement à la française, du confinement où on ne sort pas de l'appartement. On avait le droit de sortir de l'appartement pour être testé, ça durait 10 minutes tous les jours. Et c'est tout. L'alimentation, les commandes, tout ça a été géré par le gouvernement. Nous, on a la chance d'avoir un grand appartement, on était bien installés. Tous les Chinois et beaucoup de familles chinoises, ça a été difficile. Dans mes équipes, j'ai des jeunes diplômés qui ont 20 ans, qui sont retrouvés seuls, isolés, dans des chambres de 10 mètres carrés, connaissant mal les voisins. Nous, Artefact, on a organisé des livraisons de nourriture. Un premier colis, 50% des employés ont dit oui, on veut recevoir ce colis de nourriture. L'approvisionnement était difficile. Un deuxième colis, 100% des employés, y compris moi, avons demandé de recevoir le colis de farine, des choses de base, parce que l'approvisionnement était difficile. Parce que les magasins étaient fermés, parce que on n'avait pas le droit de sortir, c'est-à-dire on pouvait sortir pour se faire tester, mais on n'avait pas le droit d'aller à l'épicerie du coin ou au supermarché du coin. Ville fantôme. Tout était fermé. Tout était fermé. Tout était fermé. Oui, c'était pas comme en France, hein, Jean, où malgré tout, le confinement était terrible, ici aussi, mais les magasins de première nécessité étaient ouverts. C'était pas le cas en Chine. Tout était fermé. Incroyable. Et surtout, le gouvernement a remplacé les modalités, la supply chain alimentaire de distribution. C'est le gouvernement qui a organisé la livraison de nourriture. On voyait de notre fenêtre des centaines de camions qui rentraient dans les rues, déposaient des cartons de nourriture au pied des immeubles et qui étaient répartis. Film d'anticipation terrible. Oui, voilà. Et retour d'une certaine manière à la nature historique, en tout cas du régime chinois, la nature communiste. On pourrait presque dire, à Cuba, il y avait du rationnement, ce qu'on appelle la libreta à Cuba, où chaque citoyen reçoit sa nourriture. Là, on n'était pas très très éloigné, dans ce contexte précis du Covid, de cette forme de rationnement, d'organisation étatique jusqu'au moindre détail de la vie quotidienne, quoi. Et avec le digital toujours, au cœur de la gestion. On était testé donc quasiment tous les jours avec l'application Ali, donc Alipay. Chaque jour, on présentait notre QR code, on voyait en direct les résultats des tests qui sortaient 24 heures après. On a tous sur notre application Alipay les dizaines de QR codes. Absolument. Voilà. Et tout est centré sur le numéro de passeport, sur l'identifiant de chacun. Et tout le monde a été testé via cette application. Alors cette cloche est en train de se lever, en quelque sorte, hein, puisque même les périodes pour voyager ont été raccourcies, hein, c'est ça. Aujourd'hui, qu'on parte de Chine ou qu'on revienne en Chine, il faut rester combien en quarantaine ? Donc c'était jusqu'à il y a quelques jours, c'était 14 jours de quarantaine stricte en résidence fermée, peu confortable. Même scénario que vous nous expliquez. Exactement. 14 jours ensuite en surveillance. Depuis avant-hier, c'est passé à 7 plus 3 jours. Et donc ça a été un signal de vouloir sortir de cette situation de blocage. Ouais, très bien. On a enfin beaucoup cette dureté de ce confinement a été beaucoup critiquée, à la fois en Chine et même à l'étranger. Hein. Voilà, est-ce que c'était justifié ? Bon, ça, c'est un autre débat. Jean, pourquoi tu voulais nous faire venir Édouard de Mézérac ce soir ? Écoute, déjà, parce qu'il, comme tu as dû remarquer, il est passionnant. Il est passionnant, oui. Il est très sympathique à titre écoutez, votre témoignage est passionnant, parce que on savait ce que vous viviez, mais l'écouter, c'est incroyable.
Oui, ça change. Évidemment, je pense que c'est précieux, je trouve aussi pour ton émission d'avoir quelqu'un qui peut parler de l'intérieur sur cet événement incroyable qu'ont vécu les Shanghaïens, et aussi parce que côté business, côté numérique, Édouard donc dirige pour l'Asie Artefact, et c'est pour moi, on va parler d'Artefact avec Édouard, un très bel exemple parce que je l'ai connu quand on est arrivé vraiment à Shanghai ensemble, et il fait partie de ces entrepreneurs français qui ont décidé que la Chine, c'est la réalité, pouvait être une formidable opportunité avec un très grand marché. Alors aujourd'hui, on voit aussi plus de contraintes, une diminution du nombre d'expatriés, un renforcement, repli. Voilà, des réglementations chinoises, probablement aussi plus de protectionnisme, mais ça reste quand même un marché tout à fait passionnant. Et Édouard, en fait, en gros, a quitté sa maison initiale, donc qui était dans le domaine du conseil, pour aller dans cette aventure de la data, mais de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de tout ce qui touche donc en fait la transformation digitale des entreprises à travers la donnée. Donc je trouvais que c'était extrêmement intéressant de le voir aussi appliqué à la Chine, qui est un marché extrêmement singulier, notamment en termes de réglementation. Ouais. Voilà. Parce que l'intelligence artificielle et tout ce qui est data, comment elle est utilisée, toutes ces données, comment sont-elles utilisées, Édouard ? Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Je bossais dans cette grande entreprise américaine auparavant quand je suis arrivé en Chine. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé pendant plusieurs mois chez JD.com, Jingdong, le fameux Jingdong dont tu parles souvent aux gens dans l'émission, l'équivalent de l'Amazon chinois, à Pékin, des dizaines de milliers d'employés. Et on travaillait pour le département d'intelligence artificielle. Et là, j'ai découvert l'avance que ces géants de la tech chinois avaient pris en termes d'abord de données qu'ils avaient. Tout était structuré, tout était documenté, tout était facilement accessible. Toutes les entreprises internationales que je connaissais avant, c'est un bazar. Les données ne sont pas organisées, on ne sait pas où sont les tables, c'est très mal fait. Et à partir du moment où ces données sont bien organisées, JD.com, Jingdong, est capable d'utiliser et de développer des modèles ultra avancés pour mieux anticiper les besoins des clients, pour être plus précis sur quel produit pousser à quel moment, et aussi pour mieux gérer la supply chain, les milliers de produits qui circulent, donc des entrepôts automatisés, etc. Et ça a été l'expérience qui m'a ouvert les yeux. J'ai rencontré à ce moment-là les fondateurs d'Artefact, des jeunes ingénieurs français qui avaient lancé Artefact en France. Il m'a dit, il faut quelqu'un pour lancer tout ce business autour de la data pour Artefact en Chine. Et j'ai dit banco, c'était il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on est 150 à Shanghai, un peu plus de 170 dans le reste de l'Asie. On a intégré une agence digitale pour être end-to-end. Et donc, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire. Aujourd'hui, toute cette data, est-ce qu'elle pourrait être utilisée de la même manière en France ? Est-ce qu'il y a plus de liberté à l'utilisation, à ce brassage de données en Chine qu'en Occident ? Alors, soyons clairs, de mon point de vue, il y a beaucoup d'applications qui sont proches. Un exemple, on accompagne actuellement une marque de cosmétiques qui vend des milliers de produits dans ces centaines de points de vente en Chine. On aide les équipes de supply à mieux prédire les ventes. Donc on entraîne un modèle qui va dire cet article, combien d'unités on va vendre dans X semaines. Très classique, c'est la même chose en Europe, c'est la même chose dans d'autres pays. Ce qui est nouveau et ce qui est différent en Chine, c'est la richesse de ces super applications. WeChat, Alipay, où là la richesse de données derrière est colossale. Donc là, on peut mieux comprendre le consommateur, on peut mieux être plus intelligent dans la façon d'interagir avec lui. Oui, parce que ces super apps en Chine, on fait tout en fait. On peut avoir que cette appli finalement pour gérer son quotidien. On peut acheter, on peut discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut emprunter de l'argent, on peut même, et c'est une des applications préférées des personnes âgées, vous ouvrez l'application, vous prenez en photo une plante et ça va vous donner automatiquement le nom de la plante. Voilà. Et donc, ça le change. Shazam. Oui, nous avons Plantanet en France. Oui, on a des applis similaires. Mais ce qui est incroyable, c'est que tout ça, c'est dans la même appli, en fait. Ouais, et c'est ça vraiment la grande différence. WeChat, Alipay, c'est l'équivalent de Facebook, YouTube, les systèmes de paiement Apple Pay, sous un seul chapeau. Et toute cette data est au même endroit, finalement. C'est ça qui est incroyable. Et ce qui est intéressant pour les entreprises françaises, internationales, c'est que certaines de ces plateformes sont plus ouvertes. Vous êtes une marque de luxe, vous ouvrez un compte sur WeChat pour connecter avec vos consommateurs, vous pouvez récupérer la donnée et utiliser la donnée pour être plus intelligent avec vos consommateurs. Est-ce que du coup, ce géant qui est Tencent va te facturer
pour que tu récupères des données qui te permettent après de restituer une analyse stratégique auprès de tes clients? C'est une très bonne question. C'est la question que tout le monde se pose. Alibaba a fait un parti pris très différent. Eux, ils monétisent leurs données de façon très opaque pour vendre plus de médias, etc. Tencent, jusqu'à maintenant, c'est ouvert. D'accord. C'est ouvert et c'est gratuit. Ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus d'utilisateurs sur la plateforme. Donc ils encouragent les marques, ils encouragent les consommateurs. Plus d'utilisateurs et aussi ils ont parmi leurs nombreuses applications des applications qui sont payantes. Absolument. Donc c'est comme ça que tu peux amener aussi une clientèle un peu plus premium en donnant accès complet à ta donnée. Ce qui est intéressant aussi, Jean, c'est l'utilisation de l'IA par l'État, en fait. Oui, par l'État. En fait, souvent, j'ai l'impression qu'il renverse la proposition. C'est-à-dire, nous, quand on parle de données, mais Édouard nous expliquait que c'est peut-être en train un petit peu de converger, mais au départ, nous, c'est toutes les réglementations européennes, RGDP, etc., qui étaient quels sont mes droits? Comment je me protège par rapport à l'empire numérique, par rapport aux GAFAM? Il y a l'anonymisation des données aussi. L'anonymisation. C'est quelque chose d'important. Et dans un régime quand même autoritaire, voire dictatorial de la Chine, c'est plutôt quels sont mes devoirs? Quels sont mes devoirs par rapport à la société? Et j'ai intérêt, d'où crédit social, etc. Puis tu n'as pas intérêt à manifester pour dire que tu n'es pas content que tes données soient trafiquées ou utilisées. Mais finalement, enfin, si je me fais l'avocat un peu d'un raisonnement qui est différent d'une autre, c'est pas inintéressant de raisonner aussi en termes de devoirs. C'est-à-dire, au fond, d'être un bon citoyen. Alors après, on peut tout de suite dire vous êtes complètement borné, mais enfin, c'est aussi quelque chose qui permet de réguler un peu la société. Et donc, je pense que les Chinois ont une certaine acceptation à partager leurs données, surtout s'ils y voient finalement une sorte de commerce équitable, c'est-à-dire peut-être des avantages. Pour moi, le consommateur chinois, il est très intelligent et très pragmatique. Donc il va donner et partager ces données, ces informations, s'il a un bénéfice. Et là, donc il a quand même cette notion de valeur de ses données personnelles, il ne va pas les donner au premier venu, en fait. Tout à fait. Ce sera en échange de quelque chose. Et il faut que ça soit, c'est du donnant. D'accord. Et là, je tiens à casser aussi un peu un mythe. Ce n'est pas le Far West juridique et le Far West autour de la donnée en Chine. Il y a une réglementation très précise qui est sortie il y a maintenant un peu moins d'un an, PIPL, qui est un copier-coller de la RGPD. Certains articles de loi de PIPL, la loi chinoise, c'est les mêmes mots que la RGPD. Donc ils se sont vraiment inspirés Inspiration directe de la réglementation européenne. Et dans certains cas, ils vont même plus loin. Aujourd'hui, ils commencent à réglementer les algorithmes utilisés par les plateformes de définition des prix, pour s'assurer que tout le monde a des prix équitables. Aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, il n'y a pas encore de loi sur les algorithmes et l'application au prix. Donc dans certains domaines, la Chine est aussi en train de pousser la réflexion en avance de phase, de façon contre-intuitive. On pense toujours c'est le bazar et c'est le Far West, mais ce n'est pas le cas. La justice et l'IA, c'est étonnant quand même ça. Tu nous en avais parlé une fois, mais très rapidement. Ouais. Effectivement, tu vois, dans tous les pans de la société, alors les ressources humaines aussi sont impactées. On parle, tu sais, de 10 millions de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail en Chine, avec malheureusement aussi des problèmes de chômage qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Mais ça les rassure d'avoir une sorte de juge de paix à un moment donné dans le process de décision RH qui soit effectivement de l'AI. Et c'est pour la justice aussi, pour beaucoup de cas. Alors je crois qu'ils ont identifié 6 cas extrêmement, disons, basiques, type vol de carte bleue, différents types d'arnaques, où là, il y a des peines qui sont calculées en fonction de 3-4 critères et qui sont rendues par l'intelligence artificielle. D'accord. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est une analyse, on va dire, très logique. Très froide de faits. Voilà. Et suite à un algo, on a une peine qui sort, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est à Pudong, de l'autre côté du fleuve de Shanghai, mais je ne sais pas si, Édouard, toi, tu as d'autres exemples dans la société liée à ça, mais c'est quand même frappant, quoi. Ce qui est frappant en Chine, c'est qu'il y a une utilisation de la reconnaissance faciale partout. Je fais du vélo à Shanghai, vous êtes arrêté, ça m'est arrivé plusieurs fois, à un feu rouge parce que vous êtes passé trop vite, vous avez payé le feu rouge. Le policier va sortir, va demander votre numéro de passeport et vous allez vous apercevoir qu'en fait il va sortir toutes les photographies qui ont été prises de vous à différents endroits de la ville parce que votre visage a été reconnu. Donc les algorithmes de reconnaissance faciale... Ça, c'est interdit en France. Ouais. Enfin, en tout cas, dans la plupart des pays occidentaux. Absolument. D'accord. Donc, et sont de plus en plus utilisés dans le contrôle.
Merci beaucoup, Édouard, d'être passé par le plateau de Merci, Tech & Co. François. Je sais que vous êtes là encore pendant quelques semaines. Profitez bien de la France. Hein, et c'est ce que vous nous disiez hors antenne tout à l'heure. Hein, la France est un magnifique pays. On l'oublie. On l'oublie. Quand on revient, on s'en aperçoit. Mais c'est vrai, surtout quand on est expat comme vous, c'est clair. Hein, surtout après tout ce que vous avez vécu. Directeur général donc d'Artefact Asia. Et merci Jean pour cette rencontre. Un plaisir. Et ce bel échange. Jean de Chambure, donc consultant en stratégie numérique au cabinet JDC Advisory.